Bonjour à tous, bonjour Denis et bonjour Johan. Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire organisé par Demos et Youno sur les nouvelles stratégies de formation. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution des plans de développement des compétences pour l'année 2021. Avant de démarrer ce webinaire, je vais prendre une petite minute pour vous expliquer comment nous allons fonctionner. Nous sommes ensemble pendant 1 heure jusqu'à midi. Vous avez à droite de votre écran plusieurs onglets, un onglet de chat pour discuter notamment entre vous, entre les participants, et un onglet questions qu'on vous demandera de réserver pour les questions que vous souhaitez nous adresser. Comme ça, ce sera assez facile pour nous de les identifier et d'essayer de les prendre au fur et à mesure des sujets qu'on va traiter. Donc à la fin de chaque partie, on prendra un temps de questions-réponses, et puis à la fin du webinaire, s'il nous reste encore du temps, on essaiera de répondre à un maximum de vos questions. Toutes les personnes qui sont inscrites à ce webinaire vont recevoir automatiquement le replay. Alors le replay, il est envoyé par l'outil Livestorm dans les heures qui suivent. Et nous, on vous enverra un email plus complet avec les ressources, les slides et aussi le replay d'ici la fin de la semaine, grand maximum. On a conçu ce webinaire pour essayer de vous présenter l'évolution des plans de développement de compétences s'adressant avant tout aux services formation. Là, parmi les inscrits, alors vous êtes beaucoup, je crois que vous êtes plus de 800 inscrits, il y a tout un tas de profils, donc on privilégiera les questions des services formation, mais tout le monde est bienvenu, y compris pour les questions, parce qu'il y a des formateurs, il y a des organismes de formation, il y a des managers, donc un grand bienvenue à tous les inscrits. Avant de démarrer, on va se présenter. Denis, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. Donc en quelques mots, moi je suis chez Demos le directeur de la partie inter-entreprise et de l'innovation. J'interviens dans le domaine de la formation depuis très longtemps maintenant, depuis la fin des années 80, dans différentes structures. Et voilà, j'ai chez Demos auparavant dirigé la partie solutions. Donc, si je rappelle quelques mots Demos, donc peut-être dire que Demos est un acteur historique, 49 ans d'expérience dans le domaine de la formation aujourd'hui, des 350 collaborateurs, 19 domaines d'expertise, et une activité qui est à la fois l'activité inter-entreprise, des solutions, et puis une activité d'externalisation. Au sein du groupe, voilà, un certain nombre de récompenses, ou en tout cas de références qui sont données, qui permettent à la fois valider ou en tout cas attester de la qualité des formations en présentiel et formations traditionnelles pour Demos, mais aussi ce qu'on peut faire en Angleterre avec notre filiale anglaise, et puis ce qu'on peut faire avec notre éditeur de LMS, MindOnSite, qui est aussi cité dans les top 20 des compagnies de e-learning. Et puis, donc, l'actualité, c'est l'offre 2021, donc, qui est déjà en place. Alors, elle a été un peu perturbée, bousculée par le Covid, mais on aura l'occasion d'y revenir dessus. Et voilà, qui est aujourd'hui en ligne et qui, à la fois, atteste d'un certain nombre de nouveautés, d'évolutions dans les pratiques dont on va parler, dans les sujets pour Demos, le retour des formations en langue, par exemple, qu'on va retrouver dans cette offre-là. Donc, je vous invite à aller la trouver sur www.demos.fr. Voilà. Merci Denis. Johan? Alors bonjour, donc moi je fais finalement aujourd'hui un peu le pont entre les deux structures puisque j'ai également évolué chez Demos quelques temps avant de rejoindre Youno. Donc aujourd'hui moi je suis sur des fonctions de responsable financement et certification, donc je m'occupe essentiellement de notre offre certifiante, la rendre éligible au CPF et de certification qualité, et j'aide aussi à rendre un peu accessible tout l'écosystème de la formation de manière générale et les financements en particulier pour le grand public. Merci Johan. Et puis moi je m'appelle Pierre Monclos, je suis DRH et expert en digital learning depuis 6 ans chez Youno, depuis qu'on fait de la formation professionnelle, puisque c'est notre activité. Youno, nous sommes l'organisme spécialiste de la formation à distance depuis 2013. Nous proposons un catalogue de 50 formations sur ce que l'on appelle les compétences essentielles. Donc, toutes les compétences transversales, gestion de projet, management et efficacité professionnelle, qui sont importantes dans les entreprises aujourd'hui, indépendamment du métier qu'on exerce. Donc, on vous a mis quelques exemples à l'écran et c'est des sujets sur lesquels on va revenir, puisqu'on va parler des thématiques qui montent dans les plans de compétences. En résumé, nous travaillons sur des gros volumes de formation avec 300 entreprises clientes, donc 60% du CAC 40. Comme je vous le disais, on a 50 formations au catalogue réparties en 8 domaines et on travaille avec 50 formateurs experts sur ces sujets-là.
Et l'un des indicateurs, on reparlera aussi des indicateurs importants à suivre dans la formation digitale, qu'on communique chaque année. On va le mettre à jour cette année, là c'est celui encore de 2019, on attend de consolider 2020, c'est le taux de complétion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont effectivement terminé la formation par rapport au nombre de personnes qui l'avaient démarré. À distance, c'est un indicateur très important. Chez Youno, il est de 92% en moyenne. Et puis, pour ceux qui n'ont pas suivi de formation à ce jour sur notre plateforme, un aperçu qui résume 2 parties pris qu'on a chez Youno, la simplicité et l'humain dans l'expérience de formation qu'on veut proposer pour qu'elle soit efficace. Voilà pour les présentations. Dans le plan de ce webinaire, on va commencer à échanger 5 minutes autour de l'impact de la crise sur les organismes de formation, pour comprendre comment les organismes traversent la crise sanitaire et la crise économique, et donc quel impact il va y avoir sur les offres qui, du coup, va se répercuter dans les plans de développement de compétences. Puis, dans une deuxième partie, on regardera l'expérience de formation qu'on peut imaginer en 2021, les thématiques, les modalités, quelles sont leurs évolutions, et on terminera avec une troisième partie, d'une vingtaine de minutes aussi, sur tous les financements disponibles, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions cette année et c'est pas fini. On en a presque tous les jours. Pour terminer sur une dizaine de minutes sur les questions et réponses auxquelles on n'aura pas répondu au fil de l'eau. Alors pour commencer, on va vous parler de l'évolution du secteur organisme de formation. Denis, je te donne la parole. Merci. Alors, on va juste refaire très rapidement un petit film de l'année 2020, en fait, hein, avec d'abord cette première annonce fin mars qui finalement a gelé une partie des activités telles qu'elles étaient prévues. Alors, je rappelle quand même que sur l'activité de formation, on est sur une activité qui est cyclique, dans laquelle la deuxième partie du premier semestre, donc avril, mai, juin, globalement, sont 3 mois traditionnellement très forts en termes d'activité. Voilà. Et donc, on a eu donc un stop là-dessus, ce qui veut dire que dans un premier temps, c'est les clients qui ont arrêté, enfin, on n'a plus pu exercer les activités de formation telles qu'elles étaient prévues, en tout cas pour les activités de présentiel. Et donc, la première évolution du secteur, ça a été l'arrêt, hein, si on prend ce point-là. Et donc, cet arrêt-là a eu comme conséquence, finalement, l'émergence de nouvelles modalités. Alors, l'émergence où, du coup, le fait que, comme le présentiel classique était plus disponible, est apparu de manière plus flagrante les autres modalités. Donc, si je reprends, notamment, on a travaillé sur de la comodalité ou dans un premier temps de la classe virtuelle, enfin, cette partie-là. Chez Demos et d'autres structures, on avait déjà expérimenté de cette manière-là. Nous, c'est une offre qui date d'il y a 4-5 ans. Hein, donc, par contre, qui était une offre marginale, qui concernait finalement très peu de clients et qui n'avait pas trouvé son public. Voilà. Et là, d'un seul coup, puisque le reste avait disparu, cette offre-là est revenue en avant. Alors, on l'avait remise, on était un certain nombre à l'avoir fait un peu au bout du jour, par la force des choses, en décembre l'an dernier, avec la crise des Gilets jaunes, où les déplacements, finalement, étant impossibles, il y avait, finalement, donc, de la comodalité du présentiel et du classe virtuelle qui était mélangé. Donc, il y a eu ce premier impact-là. Le deuxième point, ça a été, du coup, le fait de laisser apparaître, de faire apparaître les autres formations, du type les formations e-learning. Alors, c'est vrai que les modalités de présentiel étant beaucoup plus importantes en termes de volume pour nous que les modalités distancielles, elles avaient tendance à les masquer. Là, d'un seul coup, elles sont revenues en avant. Donc, on a vu dans les organismes un glissement donc, du présentiel vers quelque chose à distance, qui s'est fait un peu de manière improvisée dans un premier temps, et puis beaucoup plus structuré par la suite. Donc, il a fallu assurer une continuité pédagogique pour ce qui était engagé dans un premier temps, et ensuite structurer et regarder comment le métier pouvait bouger. Et on y reviendra vraisemblablement. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'en 5-6 mois de crise, la crise a beaucoup plus fait pour la formation à distance que les 5 ou 6 dernières années d'efforts de tentatives d'implanter et de rendre cette modalité-là légitime pour ce qu'elle est. Hein. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, on a eu ce point-là. Glissement sur les modalités, on va y revenir. Sur les sujets, on va y revenir par la suite, avec d'un seul coup des questions qui sont posées. Qu'est-ce que ça veut dire que de travailler à distance? Qu'est-ce que ça veut dire de travailler à temps partiel pour le chômage, l'activité partielle, hein? Comment, voilà, avec des problématiques d'entreprise, comment est-ce qu'on continue à avoir le lien social, hein, qui doit perdurer, comment on maintient l'activité pour les clients, enfin, tout ce point-là. Et je dois dire aussi que le secteur a dû faire face à ce moment-là à quelques positions de grands acteurs, hein, en tout cas des grosses entreprises, qui elles-mêmes se sont cherchées, hein, et qui, par exemple, pour certaines d'entre elles, ont été obligées d'arrêter le e-learning et la connexion à leur plateforme dans cette période-là pour maintenir la bande passante réservée aux activités de production.
Donc, dans une période où il aurait fallu pouvoir accélérer les dimensions à distance qui existaient déjà, certaines entreprises ont même été obligées de restreindre les flux et de réduire ces flux à ce moment-là pour des questions de bande passante. Voilà. Donc ça, c'est la première époque. La deuxième époque, le deuxième confinement, on s'y attendait un peu plus. Les choses avaient été anticipées, et donc il y a moins d'impact sur l'activité des organismes de formation. On voit des choses qui peuvent commencer à ressembler à des tendances. Voilà, on y reviendra dessus dans le détail. Merci Denis. Nous, de notre point de vue, enfin en tout cas ce qu'on a observé chez Youno en échangeant avec les services formation avec lesquels on travaille et avec beaucoup d'organismes de formation, soit dans des webinaires comme celui-ci, soit d'autres occasions, on peut dire que ce qui a impacté les organismes de formation et qui aura des conséquences sur les plans de formation, on pourrait les catégoriser en 3 catégories. Pardon pour la répétition. En gros, il y avait les organismes de formation qui ne faisaient que du présentiel, qui ne s'étaient pas encore mis sur le digital. Donc là, c'est une évidence. Leur enjeu, c'est de digitaliser une partie de l'offre. Souvent, ça s'est fait dans la précipitation avec des classes virtuelles, qui sont un outil qui a plein d'avantages et plein d'inconvénients à la fois. C'est l'outil qui fait le plus parler, la modalité qui fait le plus parler, je pense, cette année. Et elles ont des besoins de plateforme et de contenu qui nécessitent des budgets qu'elles n'ont pas forcément, vu que leur activité à 100% a été fortement empêchée par la crise des gilets jaunes, les grèves des transports, et ensuite les deux confinements qu'on a connus. La deuxième catégorie d'organismes qui fait évoluer son offre, là, je pense que c'est la majorité des organismes en France, et beaucoup de gros organismes, ce sont ceux qui avaient une offre majoritairement présentielle et qui avaient commencé à digitaliser certaines parties de l'offre de la formation. Là, leur enjeu de notre point de vue, c'est d'accélérer la digitalisation sans perdre dans la qualité des formations qui sont dispensées. Le temps est court, donc il y a un enjeu d'aller vite, mais sans perdre la qualité, et un enjeu de booster le blended learning, qui, on va le voir, est la modalité gagnante de toutes ces crises. Mon dernier enjeu qu'on voit, c'est aussi harmoniser l'expérience digitale de formation, que les organismes qui n'étaient pas spécialistes du distanciel, qui allaient faire telle forme de distanciel pour les langues, telle forme de distanciel pour la bureautique, proposaient des expériences différentes. Nous, les services formation nous disent, aujourd'hui, quand on va solliciter un organisme, on veut savoir quelle est sa proposition de valeur en termes de formation à distance. Et donc, il y a c'est une supposition, une hypothèse de notre part, mais un gros enjeu de simplification et d'homogénéisation des offres distancielles pour s'y retrouver en 2021 dans la jungle de toutes les modalités dont on va parler juste après. Et puis enfin, la troisième catégorie d'organismes qui sont relativement minoritaires aujourd'hui, c'est les organismes qui font que de la formation 100% à distance. Nous, on fait partie de cette catégorie-là depuis 2013. Nos enjeux à nous, ce sont des enjeux d'échelle. Les pics de sollicitation qu'il y a eu cette année pour la formation 100% à distance font que les organismes comme Youno se retrouvent à devoir former beaucoup plus de personnes, des volumes beaucoup plus importants au sein de mêmes entreprises, là aussi en très peu de temps. Donc, avec les plateformes dont on dispose, le but, c'est là aussi de garder un même niveau de qualité, alors qu'on va multiplier par 3, par 4, voire par 5 le nombre d'apprenants qu'on reçoit chaque mois sur notre plateforme en ligne. Pour illustrer ces enjeux, je pense que ce qu'il faudra surveiller en 2021, ce sont tous les taux, tous les éléments qui servent à mesurer l'efficacité des formations et notamment les taux de connexion, combien de personnes se connectent effectivement aux formations, les taux de complétion, combien de personnes les terminent, et pour les formations certifiantes, les taux de certification, combien de personnes inscrites ont effectivement eu leur certificat. Nous, on appelle régulièrement à ce que beaucoup d'organismes rendent publics ces chiffres-là, on les communique chaque année chez Youno, parce que on considère que c'est l'occasion de montrer patte blanche sur l'efficacité d'un dispositif de formation. Yoann, je te donne la parole. Oui, alors moi ça m'évoque quelque chose parce que bon, j'ai eu évidemment la vision des deux organismes et pendant cette période-là, donc j'ai forcément vu des choses un peu différentes. Néanmoins, pour moi, il y a quelque chose qui est important, c'est la notion de déconstruction mentale. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la crise, elle arrive sur du temps très court, elle est instantanée, là où finalement les évolutions cérébrales, les évolutions des pratiques sont sur du temps beaucoup plus long. Et on a demandé à des organisations d'évoluer très très vite
ce qui effectivement a pu provoquer des écarts un peu importants en termes qualitatifs par rapport à ce qu'ils proposaient en présentiel ou ce que proposaient d'autres organismes spécialisés à distance sur le temps court. Comme le rappelait Denis tout à l'heure, il y a eu aussi un retour d'expérience sur les derniers mois et c'est quand même monté en gamme, mais c'est là qu'on s'aperçoit qu'on ne fait pas de la formation à distance par hasard et que c'est quand même un projet qui se construit. Sur les clients, alors je parlais de déconstruction mentale chez les organismes, il y a également chez les clients, puisque évidemment, il y a eu beaucoup d'annulations, tu le rappelais Denis, en présentiel, mais il y a eu aussi beaucoup qui ont souhaité maintenir une continuité pédagogique. La vraie question, c'est qu'est-ce qui va perdurer? Imaginons, soyons fous, demain, il n'y a plus de pandémie, plus besoin de masques, on peut revenir en présentiel classique. Est-ce que les entreprises vont avoir intégré ces nouvelles pratiques ou est-ce qu'on va revenir sur le monde d'avant? C'est un mot à la mode, mais est-ce qu'on va revenir exactement sur les mêmes pratiques ou est-ce qu'on va avoir franchi un cap entre le marché du présentiel, le marché du à distance? Voilà. Donc ça, pour l'instant, c'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Denis t'apportera peut-être des éléments tout à l'heure là-dessus puisque tu es en contact avec des entreprises. Voilà. Donc, mais ça, c'est une des interrogations que j'ai. Très bien, on va y répondre en partie dans la deuxième partie pour partager déjà des convictions à défaut de pouvoir prédire l'avenir, de donner nos visions respectives. Je vois qu'il y a déjà une question de Rennes sur les classes virtuelles. Vu qu'on l'aborde dans la deuxième partie, on reprendra après cette question-là. Denis, est-ce que tu as un mot pour conclure cette partie? Non, je souscris à ce qui a été dit dans les deux points. On a un premier peut-être pas conclusion, mais en tout cas un premier élément, c'est que quel que soit le point de vue duquel on se place, donc l'organisme plutôt vécu comme traditionnel dans la formation, en tout cas dans l'expérience de la formation, et où nouvel entrant, on partage finalement les mêmes éléments sur le marché, et c'est ce dont on va débattre là, et gardons-nous bien effectivement de prédire l'avenir. Voilà, c'est des éléments de tendance, des traits qu'on va essayer de tirer, des leçons d'expérience, voir ce que l'avenir nous réserve. Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes encore. Très bien. Alors, sans transition, on va passer à la deuxième partie sur les stratégies de formation. Pour aborder ce sujet complexe qui a pour vocation de répondre à la problématique comment adapter sa stratégie de formation en 2021 avec ce qui s'est passé cette année et ce qu'on ne sait pas encore qui va se passer l'an prochain. Moi, je vais commencer par vous faire part des retours et essayer de les regarder à la lumière d'aujourd'hui qu'on a eu quand on a fait une enquête nationale qui était en juin et en juillet 2020. Donc, après le premier confinement et sans savoir s'il allait vraiment avoir un autre confinement. C'était une période plutôt optimiste. On pensait que ça allait revenir à peu près à la normale en septembre. Donc, auprès de 600 fonctions RH et formation, dont un tiers de directeurs. Je vais revenir juste sur quelques éléments et on vous enverra l'étude complète après le webinaire pour ceux qui veulent plus de détails. L'une des premières questions qu'on a posées, alors aujourd'hui c'est une évidence, en juin, juillet ça n'était pas tant que ça, mais pour 91% des répondants, le confinement avait un impact durable sur la digitalisation de la formation. Je pense que si on reposait la même question aujourd'hui à l'aube d'un déconfinement progressif, le chiffre est légèrement supérieur. Et donc aujourd'hui, on peut se dire c'est un acquis. Les plans doivent se digitaliser pour répondre aux enjeux des entreprises aujourd'hui. Et la deuxième question qu'on a posée, c'est spécifiquement sur la formation 100% distancielle, en quoi est-il stratégique d'intégrer des formats 100% distanciels? Et pour 93% des répondants, c'est stratégique ou en partie stratégique d'en intégrer dans les plans. Ce chiffre-là, si on avait posé la question il y a un an pile, donc avant les grèves de transport, en novembre dernier, je pense qu'il aurait été limite inversé. On était dans des périodes de thèse du 100% distanciel, ça répondait qu'à des enjeux très précis. Et donc, ça illustre, je trouve, cette année, le fait que le digital soit devenu un standard dans la formation. Donc, il y a eu une sorte de renversement. Ça n'arrive qu'une fois dans un secteur d'activité, qui est ce genre de renversement. Et on va étudier les pistes pour savoir dans quelle mesure ça va être durable ou non, parce que le présentiel ne va pas disparaître pour autant. Dans la deuxième partie de l'enquête, on a demandé quelle serait la modalité dominante parmi le blended learning, donc qui mélange distanciel et présentiel au sein d'un même dispositif de formation, parmi le 100% distanciel et parmi le 100% présentiel.
Eh bien, en juin-juillet, les 600 répondants, 71% d'entre eux nous ont dit la modalité dominante dans mon plan pour le second semestre 2020 et pour l'année 2021, ce sera le blended learning. Ça fait un moment que le blended learning est bien évalué et bien perçu dans les baromètres, dans toutes les enquêtes qui sont dans le secteur de la formation. À ce point-là, c'est assez inédit. Et quand on a demandé à ces 71%, après le blended learning, quelle sera la deuxième modalité que vous mettrez le plus dans vos plans de formation, ils ont répondu le 100% distanciel très légèrement devant le 100% présentiel. C'était dans un timing où on sortait d'un confinement. Je pense qu'il faudra suivre l'évolution de ces tendances-là. Ce que ça veut dire, en tout cas, nous, c'est notre analyse de chez Luno, c'est que là où avant le présentiel était très largement majoritaire, maintenant, il y a un enjeu à prévoir au moins une alternative dans l'hypothèse où le présentiel ne serait plus adapté parce que les vaccins vont peut-être pas marcher demain, j'en sais rien, parce qu'il y aura à nouveau des grèves ou des impacts sur les transports. Et donc, dans les stratégies de formation, le distanciel est monté extrêmement rapidement. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle pour toutes les modalités de formation qui vont se digitaliser, parce que ça a des avantages et des inconvénients. Et puis, si on zoome un petit peu plus sur le détail des modalités digitales cette fois-ci, là, on a demandé quelles seraient les modalités qui seront présentes dans vos plans de formation à l'avenir. 85% des répondants nous ont dit il y aura des modules e-learning. Module e-learning, c'est bien, c'est court, ça s'insère facilement dans l'emploi du temps. Les avantages, je viens de les décrire. Les inconvénients de notre point de vue, c'est que dans un plan de développement des compétences, les modules e-learning, ils vont plus servir de l'acculturation et de l'acquisition de connaissances. C'est rare que via juste un module e-learning, on puisse développer des compétences. Ils ne sont pas forcément pensés pour. Il va falloir qu'il y ait d'autres choses, du tutorat, de l'accompagnement, de la mise en pratique, etc. Deuxième modalité, les classes virtuelles, celles dont on vous parlait déjà et qui sont sous le feu de l'actualité encore en cette fin d'année. Les classes virtuelles, elles ont eu l'énorme avantage de pouvoir transposer dans la précipitation toutes les formations présentielles pour lesquelles il n'y avait pas déjà un format digital qui était prêt. Donc, on faisait juste du présentiel à distance. L'avantage, c'est que ça a permis de sauver beaucoup de formations. Et aujourd'hui, c'est que ça permet encore d'avoir du temps synchrone et de retrouver tous les avantages du présentiel, mais à distance. Les inconvénients qui sont un peu les limites des classes virtuelles, c'est que lorsqu'on fait des formations qui vont durer plusieurs jours consécutifs, si on fait ça en synchrone, en direct, en classe virtuelle, autant au début, il y avait une indulgence de tout le monde qui comprenait qu'on n'avait pas le choix, autant d'un point de vue pratique, cognitif et pédagogique, ça n'a pas de sens de faire 2, 3, 4 jours de classe virtuelle d'affilée sur un sujet. Pédagogiquement, c'est presque absurde. Et d'un point de vue cognitif, il y a une responsable d'un organisme de formation qui disait « Sinon, on tombe dans la fatigue cognitive de la formation à distance ». Les classes virtuelles, elles ont beaucoup de pertinence, nous on les utilise aussi chez Luno, mais il faut qu'elles soient alternées avec de la mise en pratique, avec des temps d'apprentissage individuels, et il faut juste qu'il y ait des pauses. Et donc la bonne utilisation qu'on observe là aujourd'hui, des répondants qui nous ont dit comment ils l'utilisaient, c'est en étalant dans le temps, en découpant la formation pour ne pas avoir 3 ou 4 jours consécutifs. Pour terminer sur les modalités digitales, la troisième modalité qui était le plus représentée dans les réponses, c'est le SPOC. Le SPOC, nous, on en est spécialiste chez Luno, hein, donc ce sont des formations qui sont 100% en ligne, centrées sur la mise en pratique, certifiantes, et dans laquelle il y a un accompagnement individuel. En général, elles sont étalées sur 4 semaines, et la promesse du SPOC, c'est de permettre de développer des compétences et de faire de la mise en pratique directement sur la situation de travail, faire une navette entre la formation et le travail. En 2016, quand on avait fait l'étude, 25% des répondants citaient le SPOC, mais si on regardait ce format, dans quelle proportion il était vraiment présent dans les plans de formation, beaucoup d'entreprises le testaient, mais c'était pour une dizaine, une cinquantaine ou une centaine de collaborateurs, pas plus. Aujourd'hui, nous, on assiste, comme je vous le disais, on multiplie selon les mois notre activité par 3, 4 ou 5. C'est l'un des formats qui nous semble sortir gagnant de ces crises pour arriver à reproduire une expérience de formation qui permette de développer des compétences quand on ne peut pas aller en présentiel. Et puis enfin, la réalité virtuelle et serious game, et là je vais aller très rapidement, elles sont minoritaires, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bien, ça veut juste dire qu'elles correspondent à des projets très niches, sur des sujets très spécifiques. C'est une technologie qui peut être pertinente, mais dans la majorité des besoins des plans de formation aujourd'hui, on va plus aller sur les 3 premières modalités, sachant que cette liste n'est pas exhaustive pour autant. Ça, c'est sur les modalités digitales. Et la dernière partie de l'enquête, elle était sur les thématiques
qui figureront demain dans les plans de développement des compétences. Donc là, avant de passer la parole à Denis, je vous donne 2-3 exemples de retours qu'on a eu dans cette enquête et qu'on continue d'observer au deuxième semestre de manière très très forte. Premier retour, les soft skills, donc toutes les compétences transversales, toutes ces compétences qu'on appelle les compétences humaines, créativité, gérer son stress, parler en public, gérer ses émotions, faire un feedback, etc., sont en nette augmentation. Là aussi, en 2016, le chiffre, il était de 25%. Nous, notre observation de l'évolution de ces tendances, c'est que ça va continuer d'augmenter. Donc, on vous a mis une colonne en 2022 qui est une colonne fictive, mais on pense que là, on est déjà presque à 1/3 des thèmes qui sont dans les plans de développement des compétences concernent les soft skills. On pense que ça va continuer d'augmenter face à l'automatisation des tâches et au fait que les entreprises doivent miser sur les compétences humaines pour traverser toutes ces évolutions. Et si on prend quelques exemples concrets, les 2 compétences prioritaires parmi les soft skills qui ont été identifiées pour les plans de formation, c'est sans surprise, le management à distance et le télétravail efficace. Donc pour 65% et 64% respectivement des personnes qui ont répondu, ce sont des compétences qui ont un fort enjeu et pour lesquelles il va y avoir de la formation au second semestre 2020 et en 2021. Donc nous, chez Youno, quand on a vu ça, on a créé en juillet une gamme de formations spécifiques sur le travail à distance face à l'augmentation de ces besoins. Et puis, là, je ne vais pas entrer dans tout le détail, mais vu qu'on vous enverra les slides, vous aurez ces niveaux de détail. On a demandé ensuite quelles étaient les 5 compétences essentielles, c'est ce qui s'affiche à gauche, qui traversent les crises, qui restent très importantes dans les plans de formation, qu'il y ait ou non des crises. Donc, on a la gestion du temps, la gestion du stress, l'intelligence émotionnelle, qui n'était pas dans les baromètres il y a 2 ou 3 ans et qui a fait une forte percée depuis 2 ans, et puis les grands classiques, gestion de projet agile. Et enfin, sur les compétences spécifiques liées au travail à distance, qui s'installent durablement dans les entreprises, on le voit avec tous les accords de télétravail qui sont signés en ce moment, l'animation de réunion, le leadership, apprendre à distance, et enfin, la communication, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Voilà pour, j'ai essayé de faire le plus vite et le plus clair possible sur nous, les tendances qu'on observe et qui continuent de se confirmer en ce moment sur les stratégies, les modalités et les thèmes de formation. Denis, chez Demos, comment vous observez ces différents sujets? Alors, nous, notre étude est en cours. En fait, on a un certain nombre régulièrement, en fait, un certain nombre de baromètres, d'études, etc., qui finalement sortent sur des analyses qui ont lieu à l'été. Et nous, on a décidé de décaler un petit peu. Donc, j'ai pas encore tous les résultats, mais globalement, on est quand même sur des tendances qui sont celles-là. Ce qu'on retrouve comme tendance là sur les thèmes, en forte émergence, il y a tout ce qui est effectivement à distance. Donc, les RH à distance, qui veut dire recruter à distance, qui veut dire intégrer à distance. Enfin, toutes des questions de comment est-ce qu'on vit la vie d'avant, mais à distance cette fois. Il y a donc le management des équipes à distance, le management de projets à distance, réussir ses ventes, ce closing à distance, les réunions à distance, donc on a toute cette partie-là. Ensuite, en forte émergence aussi, on a ce que tu as évoqué autour du télétravail. Finalement, le télétravail, c'est revenir sur comment est-ce que je maintiens une performance dans mon activité associée à l'utilisation de ces outils. Et là, on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui apparaissent dans un premier temps. C'était plutôt autour de, OK, j'ai jamais utilisé Teams, autre chose pour faire, comment est-ce que j'ai utilisé ça, comment je m'organise, comment je crée un espace, voilà, qui est autour de moi, un espace de travail, que je mélange pas le linge qui sèche avec mes activités professionnelles. Donc, comment je travaille sur ces lieux. Il y a des études qui existent depuis un certain temps autour de ça, notamment chez les ados, donc c'est assez intéressant la transposition des travailleurs, où on a dans notre cerveau des éléments qui sont liés à qu'est-ce que je fais dans le lieu dans lequel je suis. Donc on a notre cerveau qui réagit finalement à l'endroit. Donc si je vais dans ma chambre, c'est pour dormir. Si je vais dans la salle à manger, c'est pour manger, etc. Et donc il y a besoin de déconstruire dans notre cerveau ces stimuli-là pour se retrouver sur des stimuli qui sont des stimuli professionnels. J'allais au bureau pour travailler. Là, je vais dans telle pièce, dans tel espace pour travailler et d'instaurer des rites. Des rythmes. On a pu échanger on a vu paraître des syndromes d'épuisement, par exemple, sur le télétravail qui sont liés au fait que je suis connecté finalement en permanence et j'ai plus de temps de déconnexion. Et si je prends pas le temps de sortir pour acheter du pain, je me lève même pas de ma chaise, en fait. Donc j'ai des choses qui sont de cette nature-là qu'on trouve dans le télétravail et qu'on a trouvé autour donc de comment apprendre à travailler ensemble. Alors ces formations-là, chez Orange, on les a faites il y a peut-être 5 ans ou 10 ans, je me souviens plus. On a eu des gros programmes de ce type-là, mais c'était marginal. Là, finalement, ça touche tout le monde et donc il y a massivement ces sujets-là. Va arriver demain
la question de, une fois qu'on a fait ces outils, comment est-ce qu'on passe à l'étape d'après? Comment est-ce qu'on utilise ces outils-là et la manière de travailler pour avoir de réels workflows dans l'entreprise? C'est-à-dire comment est-ce que le télétravail, c'est pas juste une réponse ponctuelle et conjoncturelle à ces éléments-là, mais comment on instaure de nouveaux thèmes de travail par rapport à ça. Et donc, il y a à réinventer ou re-questionner la question du travail, notamment le travail collaboratif dans cette partie-là, qui est aussi un terme en émergence. Et le dernier point, manager post-Covid, hein, donc c'était plutôt manager post-confinement. Comment je remets les équipes au travail, comment je maintiens. Alors là, on a une étude en disant qu'il y a simplement 32% des cadres qui sont à 100% en télétravail. Donc ça veut dire que 70% des cadres font pas toujours 100% de télétravail, même s'ils le peuvent, ils retournent au bureau. Donc comment ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire manager post-Covid? Ce post-Covid étant une expression qui datait du mois de juin, qu'on va retrouver là au mois de janvier, qu'on retrouvera peut-être plus tard dans l'année avec ces éléments. Donc ça, c'est des thématiques qui sont en forte émergence. Sur les éléments en hausse, d'une manière générale, il y a l'organisation qu'on avait déjà dans les thèmes et qu'on retrouve là. Tu as dit le stress, la communication, la prise de parole, enfin tous ces sujets-là. Et les thèmes qui sont en recul. Donc, on a eu des thèmes observés sur les thèmes techniques, en fait, hein, notamment pendant le confinement, l'informatique professionnelle, par exemple. Si je n'ai pas les logiciels sur la machine, je ne peux pas me former. Donc, du coup, une baisse d'appétence par rapport à ça. Et dans un premier temps, on aurait pu mettre des hard skills de manière très subtile, au sens où on a eu, ce que tu as évoqué, l'émergence des soft skills. Donc, comment est-ce que je peux mieux travailler? Donc, de quels outils je dois me doter avant d'être sur le changement de compétences techniques, avec peut-être une incertitude sur cette compétence technique-là demain et le territoire dans lequel je vais l'appréhender. Et pour nous, la réalité virtuelle, qui est aussi liée à des éléments de technique, en fait, hein, d'équipement, qui finalement, en termes de modalité, a reculé. Donc ça, c'était sur les thèmes de formation. Maintenant, si on prend sur les modalités, donc le grand gagnant, c'est ce qui a été dit, c'est le distanciel. Je vais revenir après là-dessus. Et donc, le présentiel à distance, hein, si on reprend cette partie-là. Donc, effectivement, le à distance, c'est pas uniquement de dire, je mets la caméra, je vais faire mon speech. Ce qui est rarement dans les formations professionnelles le cas, c'est-à-dire le formateur, c'est plutôt l'accompagnateur, c'est le tiers médiateur, c'est celui qui va faire la médiation entre ce que je connais déjà, que je ne sais pas, et ce que j'apprends en nouveau, et qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce que je fais de ce que je sais. Donc cette dimension-là, c'est de la pédagogie. Et donc cette pédagogie-là, qui est une pédagogie active, elle ne s'improvise pas, elle se construit. Et donc je soutiens qu'effectivement, si on reste 3 jours devant un webinaire complet, on va décrocher très très vite. Enfin, la durée d'attention, c'est 30 minutes. Hein, donc de toute façon, on décroche. Voilà, là, donc du coup, on arrive à peu près à cette heure-là par rapport à personnes qui nous écoutent. Donc normalement, il faudrait qu'on fasse un petit quiz, un petit changement d'activité, de façon à remobiliser. Mais cette question-là, qui est la question de comment est-ce que le formateur, qui est un formateur et pas uniquement un speaker, construit son entretien et construit son entretien, son animation et entretient la motivation, c'est des sujets qui sont effectivement à travailler, qu'on a pu travailler, qu'on expérimente. On a des retours d'expérience sur cette première partie. On avait des retours d'expérience, j'ai expliqué, sur les 4 années précédentes. Et là, on va pouvoir retravailler. On a prévu en janvier un séminaire là, avec tous nos formateurs, nos équipes, pour capitaliser sur ce qui a été fait. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de ressources et d'innovations qui sont mises en œuvre avec des gens qui ont des post-it pour faire voter rapidement les gens, des choses qui sont relativement simples à mettre en place, parce qu'il y a un dernier sujet là-dessus, pour nous en tout cas. Quand on est sur une solution qui s'adresse à une entreprise en particulier, on peut adapter la dimension technique à la culture de l'entreprise. Quand on est sur l'interentreprise, il faut que j'ai quelque chose qui soit suffisamment robuste et stable pour que tous mes clients puissent y adhérer. Par exemple, on a eu un petit problème avec Zoom, où un certain nombre d'administrations françaises ont interdit l'utilisation de Zoom. Donc, ce qui était prévu sur le sujet, la pédagogie qui était assez facile à faire dessus, il a fallu la retransposer dans des dispositifs plus robustes. Voilà. Il y a une question qui a été posée, est-ce que c'est une tendance conjoncturelle ou structurelle ? Je peux dire qu'à la fin du déconfinement, on a vu beaucoup de gens qui ont déporté sur septembre et octobre des formations en présentiel en disant « moi, je veux impérativement le faire en présentiel ». À l'annonce du confinement, bien entendu, les inscriptions sur novembre ont été prises qu'en distanciel, mais on a encore une partie non négligeable des formations sur décembre qui sont en présentiel. Donc on a l'impression que finalement, c'est plutôt même si la tendance est de fond, hein, et on a quand même des évolutions dans les prises de commandes selon les mois, est-ce qu'on est confiné ou pas confiné, qui varient entre la modalité à distance, quelle qu'elle soit, et les modalités présentielles.
Et le dernier point là-dessus, peut-être rapidement, il y a une question d'habitude. Tu parlais de déconstruction tout à l'heure, Johan, hein, déconstruction mentale. Effectivement, une question d'habitude. Et il y a peut-être une question d'habitude qu'il faut qu'on transforme dans les mots aussi. Et on a parlé là de présentiel, distanciel. Finalement, la logique qui aujourd'hui s'impose, c'est plutôt est-ce que c'est synchrone ou est-ce que c'est asynchrone? C'est-à-dire, est-ce qu'on a en même temps des apprenants avec un pédagogue, un tiers médiateur, et est-ce que du coup, cet échange-là se fait en même temps, qu'on soit en présentiel ou qu'on soit en distanciel, ou est-ce qu'il est asynchrone, c'est-à-dire que les éléments d'apprentissage se font en décalage par rapport à ces points-là. Et donc, je pense qu'il y a besoin, pour éviter l'ambiguïté, par exemple, de parler de distanciel synchrone ou de distanciel asynchrone, c'est pas la même chose, en fait, quand on est dans cette modalité-là. Et un dernier point qui est plutôt pour nous des éléments vraiment en croissance, et vous l'avez évoqué aussi avec les SPOC, c'est le fait de mélanger. Donc, quand on parle de blended, est-ce qu'on parle de distanciel présentiel, de synchrone asynchrone? C'est des sujets. Donc, je pense que le blended, comme étant du synchrone et asynchrone mélangé, c'est vraiment des choses qui, pour nous, que ce soit en présentiel ou distanciel, qui sont pour nous des choses qui sont vraiment en train de s'imposer de manière forte pour 2020 et pour 2021 vraisemblablement. C'est des éléments donc de e-learning coaché. Donc, si on prend ce point-là, dans lequel on a effectivement du asynchrone et distanciel sur l'acquisition de contenu, de connaissances, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, Pierre, et puis des éléments qui sont des éléments de synchrone sur qu'est-ce que je fais de ce que je sais maintenant, et comment je transforme ça dans mon expérience avec un accompagnement, du coup, qui est soit individuel si je suis qu'avec un coach, ou soit avec un groupe si je suis en classe virtuelle sur cette question-là. Quant à savoir, est-ce que structurellement, le marché, et donc en ce sens-là, les entreprises sont prêtes à passer d'une réaction, c'est-à-dire je transforme du présentiel en du à distance, ou je suis prêt à admettre que ce synchrone-là, à distance, amène d'autres modalités qu'on peut découper avec des temps qui sont des temps différents. Je pense qu'il y a c'est une des questions sur 2021. Tendance des plans de formation, donc c'est les baromètres. On a déjà abordé certains de ces points-là. Ce qui est important, c'est que toutes les études, et notamment même aux États-Unis, font remonter le risque d'obsolescence de compétences comme étant un risque stratégique fort. Hein. Donc, dans une étude à De Grid, c'est passé au rang numéro 3 par rapport en 2019, alors qu'il était au rang numéro 7 en 2017. Donc, la préoccupation autour de l'obsolescence de compétences existe. Il y a besoin d'une réponse sur les soft skills, sur la littératie numérique et sur l'évolution du management. Et puis, il y a quelques éléments autour des compétences clés, sur comment je collabore, comment je communique ensemble au travers du digital et l'agilité. Donc ça, c'est sur la partie ce que disent les études. Ce qu'on voit dans les politiques de formation, et donc ça, c'est peut-être un premier bémol à la suite, c'est que les premières politiques qui ont été exprimées clairement, c'est repli sur les formations métiers. Donc oui, on a besoin des soft skills, mais dans la période 2021, on va d'abord faire des formations métiers, qui ne sont pas des soft skills, qui sont plutôt les hard skills qu'on n'a pas pu faire. Et on a là aussi un certain nombre de clients qui arrivent avec des choses qui ont été affichées comme ça auprès des partenaires sociaux sur tout ce qui est soft skills, ça sera en distanciel, tout ce qui est hard skills, ça sera en présentiel. Et on va d'abord commencer sur la partie hard skills qu'on n'a pas pu trop faire en 2020. Donc on a première question, est-ce qu'on n'a pas un repli? Deuxième point, c'est le recul des financements. Et donc quand on dit recul des financements, on se retrouve pour l'entreprise à aller chercher d'autres financements, et ça fait la transition à la troisième partie à laquelle on va revenir. Mais il y a parfois un biais entre le besoin et comment le financement conditionne le besoin. Enfin, pour avoir Olivier Gauvin nous disait qu'il s'occupait de formation en langue. Il n'y avait jamais eu dans les 10 dernières années précédentes des besoins de certification en quelques TOEIC ou quoi que ce soit. D'un seul coup, le besoin en formation TOEIC, en certification TOEIC est arrivé juste parce qu'il y avait les financements qui étaient derrière. Donc on a finalement le financement qui génère finalement un besoin sur la modalité ou sur les éléments de contenu. Et la recherche de certifiants, elle peut être interprétée comme ça. Les attentes du marché, ou plutôt ce à quoi le marché s'attend. Donc, des soft skills, c'est ça, du digital, de l'IA. Enfin, on entend parler de cette arrivée-là, et donc il y a toute une interrogation autour de qu'est-ce que l'intelligence artificielle va amener, et dans la formation, mais aussi dans plein d'autres métiers. Donc, il y a vraiment une émergence de ces sujets-là. Plus de place sur le distanciel synchrone, si on revient sur cette partie-là. Plus de B2C, donc là aussi, c'est lié au financement. Et puis, dans un certain nombre d'études, on retrouve l'interrogation sur qu'est-ce que ça va être de faire société, enfin, comment on va être ensemble si la formation remplit plus ce rôle-là en tant que présentiel, et comment des lieux qui sont des tiers-lieux, qui sont d'autres, même les lieux de travail, peuvent embarquer une partie de formation présentielle si c'est plus la formation présentielle qui est sortie du travail. Donc, comment les lieux vont pouvoir évoluer.
Merci Denis. Alors, je vois il nous reste 20 minutes, donc on va prendre rapidement une ou deux questions, puisqu'on a déjà répondu via nos interventions à quelques-unes des questions. Je vois Nathalie qui demande la subtilité entre classe virtuelle et SPOC. Alors, pour faire une réponse très très rapide, la classe virtuelle, pour reprendre justement les expressions et les mots que préconise d'utiliser Denis, hein, la classe virtuelle, c'est du synchrone, on est en direct. Alors que le SPOC, peu importe par la manière dont il est utilisé par les différents organismes ou entreprises, ça va toujours être un parcours pédagogique plus global, qui va mélanger beaucoup de modalités, qui intégrera des classes virtuelles, qui seront les temps synchrones, en plus éventuellement de sessions d'accompagnement individuel au téléphone ou en visio. Tout le reste, ce sera le l'asynchrone. On choisit à quel rythme on apprend, quand est-ce qu'on consulte les ressources, quelles activités on fait, et les activités on fait sur sa situation de travail. Donc le SPOC est majoritairement asynchrone et vient prendre du synchrone là où ça a de la valeur pour développer des compétences. Pour répondre rapidement, et puis Isis demande si dans le modèle e-learning, est-ce qu'on inclut les MOOC? Je ne sais pas dans la conception de Demos. Nous, chez Youno, oui, pour nous, les MOOC vont servir des objectifs d'information et d'acculturation, mais il y aura des taux de complétion suffisamment faibles pour ne pas les mettre dans des cases qui vont servir à développer des compétences. Voilà, sur cette partie-là, le MOOC, ça dépend si on prend juste la modalité de broadcasting, enfin de diffusion des informations, ou si on rajoute des activités pédagogiques associées au MOOC, qui sont des activités d'apprentissage. Et là, on rentre dans vraiment des choses qui se rapprochent du learning, effectivement. Et puis, Émilie pose une question. Ne pensez-vous pas que des thèmes comme le management doivent être adressés en présentiel? Comment faire des jeux de rôle mis en pratique à distance? Vous faites comment chez Demos? Donc, il y a une partie qui se fait à distance, notamment parce qu'on a des managers qui aujourd'hui se font à distance. Donc, si on dit qu'il y a une partie du management qui se fait à distance, on va pouvoir aussi former sur cette partie de management à distance. Objectivement, les résultats sont des participants, donc en termes de, ça rejoint peut-être la question de la compétence qui est posée par Padel tout à l'heure en dessous là. La question de la compétence, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je sais, c'est-à-dire comment je transforme ça en savoir, enfin, en action. Et donc, on a été surpris agréablement et par les réponses des participants sur le fait que dans les formations management à distance, à partir du moment où on a des activités pédagogiques qui sont calées pour ça, hein, on arrive finalement à avoir des éléments d'acquisition qui sont assez proches de celles qu'on a en présentiel. La seule chose qu'on va avoir un peu de manière différente, c'est la dimension de la relation et des éléments du non-verbal qu'on peut retrouver dans du présentiel, qu'on retrouvera bien entendu beaucoup moins à distance. Voilà. Parce que nous, ça fait 5 ans qu'on fait des formations en management de 100% à distance. Et on a pas mal de catégories de managers qui disent, moi déjà, c'est plus difficile de caler dans mon agenda plusieurs journées complètes. Et donc, si je veux aller me perfectionner en management, peut-être que là, j'irai sur du présentiel. Mais pour les niveaux 1 et niveau 2 de management, la distance me convient. On peut faire, grâce au moment synchrone, les jeux de rôle, les mises en pratique. Une partie du non-verbal passe, mais effectivement, c'est pas la même chose que si on le faisait en présentiel. Mais aussi, on peut avoir plus d'accompagnement individuel qui se fait pas au détriment du groupe. C'est-à-dire que il y a beaucoup de temps qui vont ressembler à de l'accompagnement ou à du coaching, qui sont facilités par les outils digitaux et par le fait qu'on soit à distance. Et en ce sens, nous, ça fait depuis début septembre, la demande qu'on a le plus, c'est manager à distance. Et pour faire passer des messages sur la culture du à distance, de surcroît dans une formation à distance, nous, on a sans dire que notre format est parfait, mais on n'a pas eu de retour négatif sur la modalité de formation sur des formations analytiques. Il y avait des sujets autour du temps, de quand est-ce que je me forme sur mon temps de travail ou une fois que j'ai fini ma journée de travail, parce qu'il y avait une fatigue cognitive, des gens qui avaient déjà passé toute la journée sur ordinateur et qui après devaient suivre une formation sur un ordinateur. Mais en dehors de ce sujet, si on arrive à organiser, nous, on n'a pas aujourd'hui ces retours-là qui remontent. Il y a d'autres sujets. Donc, c'est une conviction, c'est là-dessus qu'on a créé l'entreprise, mais je pense pas que ce soit un sujet. Ou alors, quand il y a des sujets comme ça et des besoins, il y a aussi le blended qui peut justement bien mêler ce qu'on peut acquérir à distance, puis tester en situation de travail, puis aller approfondir dans une situation présentielle. Je vous propose pour les autres questions avec Denis qu'on y réponde par écrit, et comme ça, on peut enchaîner avec la troisième partie, parce qu'il y a déjà des questions dessus, sur les financements, avec Johan. Je te remercie, Pierre. Donc, ce que j'ai bien compris, c'est qu'il tenait qu'à moi d'être synthétique vu le temps restant. Donc, je vais essayer de relever le défi.
Donc, à force de parler de financement, moi j'ai un peu eu une vision. J'ai imaginé que ça ressemblait beaucoup aux achats en ligne. Alors, c'est peut-être parce que Noël approche, mais globalement, dans les financements de la formation professionnelle, on a toujours les meilleures ventes, on a les dernières sorties, et puis après, on a les thématiques, on va dire, de niche. Et pour les financements, c'est exactement pareil. On a plusieurs centaines de financements dédiés à la formation en France, donc que ce soit par des régions, des OPCO, que sais-je. Donc, j'ai pas fait ce travail d'inventorisation. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire un petit panorama qui sera forcément pas exhaustif, mais voilà. En tout cas, on va essayer de dresser ce panorama-là. Alors, on va commencer par le plan de relance. Alors, le plan de relance en lui-même, c'est pas un dispositif, c'est un plan qui a beaucoup de mesures, qui a 70 mesures, C'est un plan qui a été mis en place au milieu de l'année 2020 pour répondre en fait à la situation sanitaire et qui a été doté de 100 milliards d'euros. Donc ces 100 milliards d'euros sont fléchés sur 3 axes principaux, hein, la compétitivité, la transition écologique et la cohésion. Et c'est notamment sur ce volet cohésion qu'on a à peu près toutes les mesures dédiées à la formation professionnelle. Alors, très rapidement, ces mesures, elles vont concerner essentiellement tout ce qui est autour de la reconversion professionnelle, donc c'est-à-dire notamment à travers les dispositifs de CPF transition et de PROA, c'est-à-dire des dotations supplémentaires pour ces dispositifs. Pourquoi? Parce qu'au regard de la situation actuelle, on sait qu'il y a des secteurs d'activité qui sont un peu sinistrés, d'autres qui sont pourvoyeurs d'emploi, et l'idée, c'est de pouvoir favoriser les passerelles entre ces secteurs d'activité. Et pour ça nécessite des fonds pour des formations. On peut parler aussi des personnes qui actuellement ne sont pas sur le marché du travail, donc je pense notamment aux jeunes. Et il y a une série de mesures pour les jeunes qui sont notamment à travers des aides employeurs pour l'apprentissage, mais également des aides à la création d'entreprises pour les jeunes qui sont faites. Il y a une série d'une grosse dizaine de mesures qui sont dédiées. Vous pourrez retrouver ça sur notre webinaire qu'on a fait le mois dernier. Vous pouvez encore vous abonner au replay si vous voulez avoir plus de détails. Et enfin, sans rentrer dans les détails, donc on a des moyens à Pôle emploi qui sont plus importants, justement pour accompagner les demandeurs d'emploi à retrouver, à se réintégrer sur le marché du travail. Et enfin, on aura des aides au soutien à la digitalisation des organismes de formation, puisqu'on l'a vu précédemment, c'est un enjeu d'arriver à hybrider les formations pour répondre aux différentes demandes des entreprises. Je passe très vite sur ce plan de relance et je passe au dispositif suivant, qui pour le coup, lui, a été un peu le best-seller de l'année, si je peux parler comme ça. Donc, c'est le FNE Formation, c'est un dispositif qui a pris de l'ampleur au mois d'avril, globalement pendant le premier confinement. L'idée, c'était quoi? C'était de dire il y a des entreprises qui sont en activité partielle, puisqu'on était monté à 10 ou 11 millions de salariés en activité partielle, il me semble, au plus haut. Ces personnes, finalement, sont à l'arrêt. Pourquoi ne pas aider les entreprises à les former pour préparer la reprise? Donc, c'est un peu la politique du FNE Formation. Alors, le dispositif a beaucoup évolué sur les 6 derniers mois, puisque jusqu'à fin octobre, la possibilité était donnée aux entreprises en activité partielle d'envoyer à la fois des salariés qui étaient en chômage partiel et d'autres qui ne l'étaient pas. Donc, du coup, ça a été abandonné depuis le 1er novembre, puisque seulement sont concernés les salariés qui sont en activité partielle. Voilà. On reste sur des activités, on reste sur des actions de formation, on reste sur une éligibilité aux actions de formation. Seuls sont exclus, on va dire, tout ce qui ne répond pas à la définition d'une action de formation. Par exemple, ce webinaire, à lui seul, n'est pas une action de formation. Il peut être intégré dans un parcours plus large qui est une action de formation, mais pour le coup, ce webinaire n'est pas une action de formation. De même, tout ce qui est formation réglementaire à la sécurité, c'est pas une action de formation, c'est pas une action de formation éligible au FNE Formation. On n'est pas contraint non plus sur les thèmes, les durées, ni les modalités. Elles peuvent se faire à distance ou en présentiel, même si actuellement on a des mesures un peu restrictives sur la formation présentielle, mais c'est tout à fait possible. Et la nouveauté depuis le 1er novembre, c'est que la formation interne et la FEST sont éligibles. Je vais passer très vite. Une des nouveautés depuis le 1er novembre, c'est qu'on était
auparavant sur une prise en charge à 100% des coûts pédagogiques. Donc ça, c'était très intéressant pour l'entreprise. Depuis le 1er novembre, on est tombé sur des taux de prise en charge entre 70 et 80% selon le type d'activité partielle de l'entreprise, classique ou longue durée. Donc ça, effectivement, ça a un impact financier. De principe, c'est donc à l'entreprise de financer ce différentiel, sauf qu'on a quelques OPCO qui ont pris position. Alors, on en a 2 à notre connaissance, qui sont Acto et Uniformation, qui ont dit « ce reste à charge, nous, on va le compléter ». D'autres OPCO ont dit « nous, on ne fait pas de politique générale, par contre, certaines branches professionnelles peuvent décider de le compléter ». Donc, si jamais vous n'êtes pas rattaché à Acto ou Uniformation, je vous invite à contacter votre conseiller qui vous indiquera si vous êtes éligible à ça. Une des choses qui a changé également, c'est la notion de plafond, puisque auparavant, on était limité il y avait un plafond de 1 500 € TTC pour l'examen du dossier. Ça voulait dire qu'en dessous de 1 500 €, le dossier était automatiquement pris en charge, si on caricature, et au-delà, il y avait un examen un peu plus approfondi du dossier. Là, pour le coup, on a supprimé ce plafond sur l'activité partielle classique. Sur l'activité partielle longue durée, au contraire, il y a un plafond de 6 000 € hors taxe par salarié. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'un salarié peut suivre plusieurs actions de formation tant qu'on ne dépasse pas ce plafond. Mais ça veut dire également autre chose. Ça veut dire que sur des groupes de salariés, et ça contredit ce que je viens de dire, on peut avoir des formations qui sont plus chères. Par exemple, un salarié qui a une formation qui coûte 8 000 €, un autre 4 000 €. Tant que sur le montant global, on ne dépasse pas 6 000 € en moyenne, la formation sera éligible. Du coup, sur le FNE Formation, c'est un dispositif qui a été beaucoup utilisé à la fois par Demos et par Youno. Et ce que je vous propose, c'est peut-être que Pierre et Denis, vous me fassiez le retour d'expérience là-dessus, par rapport à votre vécu. Oui, alors côté Youno, effectivement, depuis mi-avril que le FNE existe, on a eu énormément de demandes, plus pendant le premier confinement parce que l'activité présentielle a mis dans certains organismes du temps à s'adapter et en plus dans un premier temps le FNE ne pouvait se faire qu'à distance. Maintenant, peu importe que la formation soit présentielle, distancielle, mixte, on l'a vu, elle peut même être interne. Et donc nous on a été très sollicités de avril à juin et ensuite de septembre à fin octobre avant la fin de la prise en charge à 100%. Et puis ça recommence maintenant avec les nouvelles prises en charge. Là, j'ai essayé de sélectionner 2 projets qui illustrent les utilisations qui sont faites par les entreprises des financements FNE. C'est pas exhaustif, mais c'est intéressant parce que c'est pas forcément les mêmes utilisations qui ont été faites via les plans de formation. Le premier exemple, c'est la colonne de gauche, une entreprise très connue dans le secteur des loisirs qui, là, nous a demandé en octobre de former 300 personnes sur 3 sujets. La gestion de projet, qui est un sujet récurrent chez eux. Chaque année, ils l'ont. Donc là, ils ont substitué à ce qu'ils finançaient habituellement par le plan de formation à un financement FNE. Et 2 autres thèmes qui n'étaient pas majoritaires dans le plan de formation, la gestion du stress et la confiance en soi, qui sont liés à la période. Ce projet financé donc par des fonds publics leur a permis de répondre à 2 enjeux qui sont forts chez eux. Le lien social, c'est le domaine, alors c'est le secteur des loisirs dans des parcs d'attractions. Et il y a un sujet où ils ont tellement de chômage partiel et de périodes de fermeture des parcs d'attractions qu'il y a un enjeu de lien social qui ne passe pas que par le travail, qu'ils souhaitent aussi réaliser au travers de la formation, en envoyant des personnes se former ensemble sur des sujets qui sont importants, soit pour l'entreprise, la gestion de projet, soit bien plus largement avec la gestion du stress et la confiance en soi. Et le deuxième enjeu, c'était de proposer des réponses sur le terrain de la confiance et du bien-être parce qu'ils ont eu, alors c'est triste, hein, mais c'est sans surprise, on l'a vu dans pas mal d'entreprises, mais beaucoup de demandes individuelles, même relayées parfois par des organisations syndicales, sur le sujet de la confiance. Le sujet de la confiance a été un gros sujet pendant ces confinements. On traverse des crises économiques, on ne sait pas si on va garder son emploi, on ne peut plus être aussi performant à distance si on n'est pas à l'aise pour travailler à distance, bref, tout ce genre de sujet. Et le deuxième sujet, c'est le sujet du bien-être. Là, je ne le détaillerai pas parce que ça me semble une évidence. Et le deuxième exemple, cette fois-ci dans le secteur hôtel, café, restaurant,
Là, une très grande entreprise a voulu former 450 participants dans une logique assez différente et nouvelle, en tout cas dans cette entreprise. Nous, on voit déjà des boîtes qui le font, mais elles ne sont pas majoritaires aujourd'hui en France. Le but, c'était de dire, nous, on a identifié que les compétences transversales toutes les soft skills avaient un enjeu stratégique pour l'entreprise aujourd'hui, comme le disait Denis en citant une étude tout à l'heure. Et donc, on va leur proposer le catalogue des 50 formations UNO et on ne va pas affecter nous-mêmes telle formation à tel salarié dans une logique descendante, mais parmi nos enjeux, on veut les inciter à prendre en main leur formation et leur évolution professionnelle. Et donc, ce sont eux qui vont choisir. Donc, au moment de la demande FNE, ils ont le choix dans les 50 formations et c'est eux qui choisissent. Ce pas les responsables formation qui orientent et ça permet de lever alors les verrous RH, mais aussi des fois les verrous managériaux dont les managers n'ont pas toujours conscience de l'importance de telle ou telle compétence que veut développer le collaborateur. Voilà pour 2 exemples qui illustrent des catégories d'entreprises et qui se sont retrouvées dans d'autres projets FNE qu'on a eus, en tout cas dans la majorité des projets. Oui, alors rapidement aussi je confirme les éléments des projets FNE. On a donc une catégorie, 2 expériences un peu différentes qui complètent celles qui viennent d'être présentées et sur lesquelles on aurait pu faire le même retour. Sur une entreprise de secteur des services informatiques, l'utilisation finalement de cette période d'activité partielle, donc pour permettre aux consultants qui sont d'habitude sur des missions de pouvoir se consacrer à leur développement personnel, donc du travail autour de l'utilisation de ce temps-là, qui est souvent difficile à faire parce que les périodes de rupture de charge, elles ne s'anticipent pas trop, ou en tout cas elles sont difficiles à prévoir. Là, c'était quelque chose de régulier, donc vous pouvez dire, voilà, tu as 2 heures par semaine à consacrer à ton développement personnel et professionnel. Donc on a utilisé aussi le même principe d'avoir un catalogue et les individus ont pu, les collaborateurs ont pu choisir leur parcours dans ce catalogue-là pour permettre d'avoir ça et de travailler sur des compétences qui ne sont pas les compétences techniques, qui sont les compétences plutôt comportementales et avec du coaching associé à du learning. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, beaucoup de demandes individuelles. C'est que au-delà des grandes demandes d'entreprise dont on vient de parler, des entreprises ou même des personnes parfois qui sont venues vers nous pour mobiliser le dossier pour le compte de leur entreprise sur des petites structures, avec utiliser l'activité partielle pour se former. Et là, la demande aussi majoritairement en distanciel et pas très peu présentiel. Oui, alors donc du coup, je reprends la main sur le compte personnel de formation co-construit, sur le CPF co-construit. Alors, je vois alors, donc effectivement, je vais essayer d'être encore plus synthétique qu'auparavant. Alors, l'idée du CPF co-construit, c'est quoi? C'est de dire qu'on a des particuliers qui ont des droits à la formation et qui ont des souhaits de formation pour évoluer, et on a un contexte où les employeurs ont vu leur dotation et leur accès aux fonds publics diminuer au cours des dernières années. Donc, l'idée de la co-construction, c'est d'arriver à faire un rapport gagnant-gagnant entre les entreprises et les salariés pour financer des formations. La mise en place d'une politique CPF dans une entreprise, il y a quand même des paramètres favorables pour mettre en place cette politique CPF. Il y a notamment le fait que les salariés aient un intérêt prononcé pour la formation. Alors cet intérêt, il ne se décrète pas. Soit il est là, soit il s'accompagne. Soit il s'accompagne par l'entreprise. Mais en tout cas, c'est un des facteurs prépondérants pour qu'une politique marche. Il y a aussi des aspects qui sont, on va dire, plus d'ordre organisationnel. C'est dans quelle mesure l'entreprise est en capacité à la fois technique, organisationnelle et à la fois les compétences nécessaires pour porter cette politique CPF. Donc ça c'est également des choses à avoir en tête. La qualité du dialogue social, elle est aussi prépondérante puisque quand on parle de politique CPF, souvent ça va se matérialiser par un accord CPF, et donc la qualité du dialogue social va être importante. Et enfin, on peut aussi axer sa politique CPF autour d'un réseau de partenaires formation externes avec lesquels on va peut-être pouvoir aussi négocier des choses et proposer aux salariés. Alors, quand on parle de CPF co-construit, forcément, on parle de dotation. Alors, une dotation, c'est quoi? Alors, on entend des fois parler d'abondement ou de dotation. C'est pas tout à fait la même chose. La dotation, c'est on va mettre un montant sur le compte CPF du salarié, là où l'abondement va être fléché sur une formation en particulier.
Donc, c'est deux choses un peu distinctes. On va voir un petit peu les enjeux juste après. En termes de dotation, très rapidement, on va voir des dotations qui sont dites positives, enfin, qu'on va pouvoir dire positives, et d'autres qui vont être plutôt correctives. Les dotations volontaires et supplémentaires, on a l'initiative de l'employeur qui souhaite abonder le compte CPF du salarié, soit de gré à gré, donc dans le cas d'une dotation volontaire, soit en application d'un accord collectif. Ensuite, on a des droits qui sont correctifs ou qui soient correctifs, soit parce que l'employeur n'a pas respecté son obligation en termes d'entretien professionnel, soit parce qu'il y a eu un licenciement dans le cas d'un accord de performance collective. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de réparateur, de correctif. Et donc, du coup, on va avoir l'entreprise, aujourd'hui, elle va avoir deux options pour, si jamais elle souhaite co-construire avec le salarié, elle va pouvoir le faire via un abondement. Alors, cet abondement, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais aujourd'hui, il y a un espace entreprise qui est dédié pour réaliser ces dotations. Donc, c'est un espace qui s'appelle EDEF, mais qui, en fait, est rattaché au site Net Entreprise, sur lequel vous faites vos déclarations. Donc, on vous a mis en lien de la présentation un process qui vous expliquera la démarche à suivre. Donc, c'est très simple. On a fait le test nous en interne. En 5 clics, on peut faire une dotation à un salarié. Donc, c'est hyper simple. Sauf que une des limites, c'est que c'est une dotation, donc on ne va pas forcément pouvoir tracer ce que va faire le salarié avec cette dotation. Alors, un des moyens de sécuriser ça, c'est par exemple de faire signer une attestation au salarié en amont sur lequel il s'engage à suivre la formation. Mais on aura quand même toujours des limites sur cette traçabilité. Un des moyens de résoudre ça, c'est de passer directement via l'organisme de formation. Et donc là, pour le coup, d'être sur une forme d'abondement. On va prendre un exemple très simple. Le salarié veut faire une formation qui coûte 1 000 €. Je suis RH, j'appelle l'organisme de formation et je négocie en disant « Écoutez, moi, je vais prendre 200 € sur ces 1 000 €. Donc, suite à ça, le salarié fait la demande sur son compte, sur le compte CPF pour cette formation. L'organisme ne lui facture que 800 € et facture l'entreprise sur les 200 € restants. Donc, c'est une manière, en fait, de partager le coût de la formation sans passer par la dotation. Et surtout, ça permet de garantir à l'entreprise que c'est bien la formation qu'il voulait que son salarié suive qu'il a suivi. Voilà. Très rapidement là-dessus. Pierre, c'est toi le maître du temps. On va te déborder un tout petit peu pour que tu puisses aborder ça et qu'on puisse aborder les autres financements juste après. Très bien. Donc j'aborde le dernier sujet que moi je vais aborder, ça sera tout ce qui est autour du Fonds social européen. Alors pourquoi on parle du Fonds social européen aujourd'hui? Parce que c'est un dispositif qui existe depuis plus de 60 ans. C'est en fait, donc le Fonds social européen, ça dépend de l'Europe et ça aide les États membres à financer des projets autour de l'emploi et de la compétence. Il y a un budget de 75 millions d'euros qui a été dédié, fléché pour la France et qui a été réparti autour de 11 OPCO avec un but assez précis, donc c'est-à-dire c'était sécuriser les emplois des salariés les plus fragiles dans les entreprises. Alors, ce fléchage, il se fait essentiellement sur les PME, donc on va dire sur les entreprises de 50 à 250 salariés et sur 130 secteurs d'activité ciblés. Alors, les secteurs d'activité, ils vont du BTP au service automobile, à la prestation de services. Là, pour le coup, je vous invite à contacter votre OPCO pour savoir si votre secteur d'activité en fait partie. Les formations éligibles, donc c'est des formations qui sont assez larges, puisque ça va du savoir de base aux compétences métiers, les compétences transversales, donc les fameux soft skills sont également éligibles, mais également des compétences sectorielles autour de la transition numérique et écologique. Alors pourquoi ce sujet est intéressant? En fait, ça peut permettre à des entreprises qui sont plus éligibles au FNE formation ou qui n'ont jamais été, parce que très concrètement, elles ont repris l'activité et qu'elles ne sont plus en situation d'activité partielle. Donc, ça peut être intéressant de se dire, moi, je peux accéder à des financements et je peux doper finalement mon plan de développement des compétences via ce dispositif. Alors, je prends un exemple dans un des OPCO qui nous a partagé un peu ses pratiques. Je vais pas faire en détail, mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les formations doivent se dérouler sur l'année 2021, donc c'est-à-dire se finir au plus tard le 31 décembre 2021, et qu'il y a un cofinancement qui est impératif.
Le FSE, de par sa nature, ne peut pas financer totalement un projet, donc il y a toujours un reste à charge. Et ce reste à charge, pour l'OPCO en particulier, c'est 50% du montant. Donc, si je veux caricaturalement, je veux une formation de 1 000 euros, 500 euros passent par le FSE, 500 euros sont versés à l'entreprise, à l'OPCO, sur des versements volontaires pour financer. Ça peut également financer les rémunérations. En termes de process, c'est un tout petit peu plus compliqué que par exemple sur du FNE formation ou sur d'autres dispositifs où on a juste à remplir un dossier en ligne. Là, la demande va passer par le conseiller OPCO. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une série de critères et une ingénierie financière qui est un peu plus complexe. Donc, ça nécessite qu'un conseiller décortique un peu les choses avec vous. Donc là encore, n'hésitez pas à contacter votre OPCO. Il y a un conseiller dédié et peut-être que effectivement, vous êtes éligible à ce dispositif. Je vais laisser la parole à Denis qui va nous parler très rapidement d'autres mesures de financement, d'autres dispositifs pour conclure ce webinaire. Oui, alors le tour d'horizon était déjà très large et les principales sources ont été identifiées. Je voulais juste peut-être mettre en exergue trois points particuliers. Le premier, c'est que certains OPCO ont des plans spécifiques dans la période, notamment l'OPCO EP qui a un plan dit anti-crise dans lequel toutes les formations pour des catégories d'entreprises, moins de 50, moins de 250, ça dépend un peu des sujets, sont prises en charge à 100% jusqu'à la fin du mois de décembre par rapport à cet OPCO-là. Donc, si vous êtes OPCO EP, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour regarder ça. Chez d'autres, il y a eu le relèvement du plafond annuel de prise en charge qui permet finalement de continuer à abonder, de continuer à financer, même si on a l'impression d'avoir déjà tout utilisé. Deuxième point, sur le CPF co-construit, certaines régions, dont les Pays de la Loire, qui est pionnière dans cette logique-là, a soit un dispositif d'abondement, c'est-à-dire que la région va abonder sur le projet d'un des collaborateurs ou d'un des salariés de l'entreprise sur des formations que la région a identifiées comme étant prioritaires pour elle, soit des cofinancements, donc c'est la région qui va aider le financement d'activités de formation par rapport à des entreprises de certains secteurs, par exemple, qui ont été identifiés. Et le dernier point, donc c'est quelque chose qui est un peu à surveiller là, qu'on voit sur Transition Pro Collective qui est en train d'arriver. Donc il s'agit de favoriser les reconversions professionnelles pour des entreprises dans lesquelles des métiers sont sont menacés, alors que durablement ou conjoncturellement, et aider les personnes qui sont sur ces métiers-là à basculer en étant formées sans passer par la case de chômage, donc à basculer sur des formations qui permettent de se former sur des métiers qui sont en tension dans le territoire. Donc il y a deux sujets, il y a à la fois l'entreprise qui doit être sur des emplois menacés et la formation qui doit concerner des emplois en tension sur le territoire. Et donc il y a une plateforme là, qui vient d'être mise en place, donc plateforme territoriale de la transition professionnelle mise en charge par Transition Pro. Voilà. Et puis le FEDER qui vient en complément du FSE, mais on a déjà beaucoup parlé de ces sujets-là. Voilà. Très bien. Écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. On a un petit peu débordé. C'était ambitieux de vouloir traiter stratégie, modalité digitale et financement tout en répondant à la majorité de vos questions. Pour les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre, on reste à votre disposition. On vous a mis nos adresses email. Donc, vous avez des questions sur ces différents sujets pour y répondre dans la durée. N'hésitez pas. Vous recevrez donc dans la semaine un email avec tous les slides qu'on a diffusés, aussi d'autres documents complémentaires et le replay à ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Johan et Denis, d'avoir co-animé avec moi ce webinaire. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.